Bienvenue dans le podcast de Progressia Immobilier, Expérience immobilière. Aujourd'hui, nous recevons Gilles Fouache, une personnalité profondément attachée au Havre et plus largement à la Normandie. Ancien entraîneur et formateur reconnu dans le monde du football, notamment au niveau national, Gilles a construit un parcours basé sur la transmission, l'accompagnement et l'humain. Dans cet épisode, il revient sur son histoire, son évolution professionnelle et sur la manière dont son attachement à son territoire a façonné sa vision et ses projets. Une discussion authentique autour du parcours, de l'engagement local et des expériences qui construisent une trajectoire. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'Expérience immobilière et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gilles Fouache. Bonjour Gilles. Bonjour, enchanté Laurent. Alors ensemble on va évidemment parler de ton parcours, on va parler beaucoup de sport, voire beaucoup de football aussi. Et puis, on va aussi prendre le temps de revenir sur ton parcours, de ce qui t'a amené à être aujourd'hui expatrié en Arabie Saoudite et parler évidemment de toutes les personnes qui t'ont apporté dans ta vie, qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui, des valeurs qu'ont pu t'inculquer certaines personnes aussi. Mais j'aimerais revenir dans un premier temps sur comment ce gamin du Clairoy, je crois, né à Fécamp, est tombé dans le foot tout petit. Écoute, déjà, je viens d'une famille de footballeurs. Mon père était footballeur amateur à Manneville-la-Goupil, dans un petit village, mes cousins, etc. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai été baigné là-dedans. Et puis, quand mes parents sont arrivés à Duclair, je jouais avec les copains dehors dans la rue. Et puis certains m'ont emmené en disant « Tiens Gilles, il faut que tu viennes au foot et tout ». Et j'ai été faire mon premier entraînement et j'ai jamais pu quitter le terrain depuis ce jour-là. Et en plus, premier entraînement, j'ai été dans le but, gardien de but, et je suis toujours resté dans les buts. Ça t'a poursuivi jusqu'à maintenant. Toute ma carrière. Voilà, donc tout a commencé à Duclair en bord de Seine. On reparlera de l'eau un peu plus tard, puisque la Seine arrive au Havre. Et puis le football aussi m'a amené ici. Alors justement, comment, au fil des années, évidemment, gamin, au début une passion, à quel moment, toi, c'est devenu vraiment un déclic de te dire je veux en faire un métier, je veux aller plus loin, je veux m'investir, puisqu'en plus, au-delà du sport, c'est un investissement personnel aussi, parce que tu as l'habitude d'aller plus loin, de toujours faire un pas de côté aussi, de proposer autre chose. Comment on en arrive là Je crois que mon premier éducateur a été important. À Duclair, justement, c'est quelqu'un qui était entraînant, qui nous emmenait. On allait voir des matchs au Parc des Princes, je me rappelle, de l'équipe de France. Il nous emmenait un petit peu partout dans des tournois, donc il nous transmettait déjà cet amour du sport, cet amour du football. Et puis un jour, il nous a proposé, donc la preuve que l'éducateur est important quand on commence, il nous avait proposé un dossier pour s'inscrire en sport-études. Et puis quand je suis rentré à la maison, je dis à mes parents, ouais, c'est super, il y a un sport-études à Saint-Valery-en-Caux, j'aimerais bien y aller. Et puis du coup, j'ai fait le dossier, j'ai été pris aux sélections, et puis je suis rentré dans ce sport-études à l'âge de 13 ans, donc j'ai quitté le foyer familial, et on en reparlera parce que dans tout mon parcours, voilà, je suis parti de bonne heure de la maison et puis après, j'ai fait ma vie. Et donc, je suis parti au sport-études de Saint-Valery-en-Caux pendant un an. Et puis, évidemment, là, vous ne retrouvez qu'avec des gens du football, qu'avec des passionnés, qu'avec des gamins qui ont tous le rêve d'être joueurs professionnels. Et en fin de compte, tous ensemble, on crée une équipe, si vous voulez, qui vous emmène dans ces rêves-là, quoi. Alors, Saint-Valery-en-Caux, et puis ensuite, comment on arrive au Havre ? Parce que entre parce qu'on est au Havre aujourd'hui quand même. Ouais, exact. Ouais. Ça va aller assez vite parce qu'en fin de compte, de Saint-Valery-en-Caux, c'était une époque où c'était le sport-études du département, où tous les meilleurs jeunes joueurs voulaient être là-bas pour avoir une carrière derrière professionnelle. Et en fin de compte, j'ai fait qu'une année parce que mes parents avaient déménagé à Bolbec. Car ils étaient boulangers, ils avaient acheté une boulangerie à Bolbec, donc je les ai suivis. J'ai signé au club de Bolbec, après Duclair. Et puis on était au plus haut niveau avec les jeunes de Bolbec, c'était un bon club de jeunes. Et puis j'avais fait une très bonne année sportive. Et puis le HAC a voulu que je les
je les rejoigne au centre de formation. Rouen voulait aussi que j'aille à Rouen, donc j'ai longtemps hésité entre Rouen et Le Havre, mais mon cœur a basculé vers Le Havre. Et pourquoi alors? Au-delà de la proximité avec Bolbec, ouais, quand même. Mais parce que déjà avec mes parents, j'avais de la famille au Havre, on venait plus sur Le Havre que sur la région rouennaise. Et puis c'était le club doyen, c'était le premier club de France, donc. Voilà, ça a été très vite, ma décision a été vite prise pour rejoindre le Havre Athletic Club. Et donc j'ai quitté le sport-études de Saint-Valery pour intégrer le centre de formation du HAC. Et porter ce beau maillot, est-ce qu'on est un peu fiers de porter... Ouais, le maillot du HAC, le maillot ciel et marine. Encore aujourd'hui. Ouais, disons quand vous êtes passé au HAC, ça reste pour la vie, parce que c'est des couleurs qui parlent. C'est une ville qui vous parle, c'est un club qui vous parle. Et puis quand on se recroise, quand vous avez joué là-bas, on croise quelqu'un qui a joué au Havre aussi. Ah, t'as joué au HAC, etc. Il y a toujours des anecdotes, il y a toujours des souvenirs en commun. Et donc oui, souvent le maillot, il vous colle à la peau. Qu'est-ce que tu aimes dans le foot? Parce que, alors, on ne choisit pas forcément, c'est une passion qui naît, on teste. Mais qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? L'esprit d'équipe, de partager des choses. Je crois que j'aurais pas pu faire un sport individuel. Je me suis essayé au tennis, ça m'a pas tellement plu. J'avais besoin d'être avec les autres, j'avais besoin de partager. Encore maintenant, c'est une des choses que j'aime dans ce sport et dans les sports d'équipe en général. Gagner, c'est bien, mais gagner avec les autres, c'est mieux. Et pourtant, gardien un peu isolé finalement, mais dans le groupe. Exactement. Alors c'est bien résumé, c'est quelqu'un à part, mais qui doit quand même se fondre dans le collectif, encore plus maintenant parce que c'est un poste qui a évolué pour les connaisseurs et qui ont suivi le football ces dernières années. C'est un poste qui évolue en permanence et qui fait encore plus partie de l'équipe aujourd'hui. Mais c'est aussi un poste qui vous donne des responsabilités très jeunes, parce que quand vous faites une erreur, ça se voit tout de suite, le ballon est fini au fond des filets. Et c'est souvent la faute du gardien si on a perdu le match, c'est ça? Ouais, c'est souvent ce qui est dit, et pourtant les erreurs ont été commises bien avant, dans les lignes sur le terrain, mais la finalité, c'est que le ballon est fini au fond des filets, c'est vous qui l'avez laissé rentrer. Donc vous assumez très vite, vous apprenez à assumer les choses, vous apprenez à vous relever, comme on plonge beaucoup quand on est gardien. Donc on se relève en permanence, et ça va nous suivre, et ça va me suivre aussi dans ma carrière, de savoir se relever. Et pourquoi? Parce que dans le sport comme dans la vie, il y a des échecs. Il y a des fois même plus d'échecs que de belles réussites. Mais les échecs vous forgent. Les échecs vous obligent à vous relever, vous obligent à tirer des enseignements pour essayer d'aller chercher des victoires. Et en fin de compte, si vous relevez en permanence, à un moment donné, ça fonctionne, et il y a des éclaircies, et puis à un moment donné, il y a des choses qui se passent, et puis il y a des réussites. Donc ce poste de gardien de but, la métaphore est vite trouvée. Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, et ce sera pareil, on va dire, dans le sport et dans la vie. Jusqu'à te retrouver à la Fédération française de foot par la suite. Comment tu arrives à ça? En fait, ce parcours de joueur, après le HAC, je suis allé à Fécamp, qui était un niveau intermédiaire, en fin de compte, entre le niveau professionnel et le niveau amateur de l'époque. Fécamp, c'était un club familial, donc j'ai passé 2 années magnifiques, mais je pense que j'étais limité pour aller au haut niveau en tant que joueur, plus haut. Et donc j'ai vite compris qu'il fallait peut-être que je me redirige vers le monde amateur, et puis développer autre chose à côté pour travailler dans le monde actif, on va dire, et puis continuer ma passion, mais plutôt dans le monde amateur. Et donc après de Fécamp, je suis parti à Honfleur pour jouer. Donc j'ai traversé le pont, j'ai traversé la Seine. De l'autre côté de l'eau. J'ai changé de département, je suis arrivé dans le Calvados. Et puis j'ai continué à jouer au niveau amateur, et puis à rentrer dans la vie active, et à commencer à passer mes diplômes, à commencer à m'occuper des plus jeunes, à m'occuper
des jeunes à l'école de football. J'avais cette passion de transmettre déjà dès le plus jeune âge. Donc je pense que j'étais fait pour ça. Et puis c'est là que j'ai commencé ma carrière d'éducateur qui m'emmènera après bien des années vers la Fédération française de football et vers les équipes de France. Alors je disais tout à l'heure, toujours un pas de côté, l'envie au-delà du sport, du football, de proposer autre chose. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu vis justement ce rôle, ce job, et ce que tu essaies d'apporter au quotidien de différent? Comme je vous le disais tout à l'heure, la passion d'éducateur, j'ai l'impression qu'on l'a au départ, quoi. C'est quelque chose qu'on a en soi et qu'après on va développer. Donc moi j'ai vite senti que j'avais besoin de transmettre, et que j'aimais m'occuper des plus jeunes, donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, j'aimais bien ce rôle de leader, j'ai toujours été capitaine. Quand j'étais jeune, j'étais capitaine de mes équipes. J'aimais emmener les autres avec moi vers les objectifs. Et donc je suis vite arrivé entraîneur de l'équipe première à Honfleur, avec l'objectif de faire monter cette équipe-là. J'avais un club de 400 licenciés, donc c'est quand même déjà une grosse structure, une centaine de bénévoles à gérer. Et puis très vite de monter des projets. On a fait un projet de jumelage avec l'Allemagne, par exemple, emmener des jeunes en Allemagne pour favoriser le rapprochement franco-allemand, par exemple, et en même temps faire vivre à ces jeunes-là des souvenirs inoubliables. Il y en a qui m'en parlent encore. Et monter des stages vacances. Donc pendant les vacances, faire du football aux jeunes. Donc ça, c'est la passion, elle a commencé comme ça. Et tous les jours sur le terrain de football, à Honfleur, du lundi au dimanche, avec les jeunes, avec l'équipe première. Et puis je jouais encore à cette époque-là, j'étais entraîneur-joueur. Pour rejoindre ensuite un deuxième club, Gacé, changement de département, dans l'Orne, un milieu extrêmement rural, un club au fin fond de l'Orne, mais avec que des passionnés de football. Incroyable. Et puis là, j'ai rencontré des gens purement amateurs, avec l'objectif aussi, et je suis monté aussi avec ce club-là, et on a fait des choses exceptionnelles. Et c'est là que j'avais créé ma première équipe de filles. Donc on en reparlera un peu plus tard avec le foot féminin. Ouais. Parce que je faisais du sport dans les écoles. Je crois qu'on en reparlera aussi, le sport à l'école. Et tous les jours, j'allais faire du sport dans les écoles du canton. Et j'ai monté ma première équipe féminine à Gacé, dans l'Orne, au fin fond du milieu rural. Et ça, j'en étais assez fier à l'époque parce que avant-gardiste, voilà, exact. Faut remonter quelques années en arrière. Exactement. Donc ça, c'était sympa. Et puis après, de Gacé, voilà, je cherchais un nouveau projet. J'avais l'impression d'avoir été au bout de mon projet là-bas. Et du coup, on m'a proposé le poste de conseiller technique au Havre pour gérer le football au district maritime. Entre, on va dire, le triangle Le Havre, Fécamp, Lillebonne, environ 15 000 licenciés. Donc là, on passe une étape supplémentaire, faire de la formation de cadre. Je sais pas, j'ai peut-être eu entre 1000 et 2000 éducateurs de la région entre mes mains sur de la formation et leur transmettre ma passion. Développer aussi pour les jeunes ceux qui veulent aller vers le haut niveau, et puis aussi créer aussi des moments de développement autour du football et de rapprochement entre les différents publics. Donc j'ai aimé ce métier pendant 10 ans. Et puis j'ai eu la chance pendant ces 10 années-là au district maritime et sur la région havraise d'être aussi entraîneur des gardiens de but des équipes de France de jeunes, des 16 ans, des 17 ans, des 18 ans, des 19 ans, des 20 ans. Et donc là, vraiment, a commencé à toucher au très haut niveau. Toujours le Havre. Donc là, tu connais tout le monde. Au Havre, c'est... Ouais, le Havre, c'est ma ville. Je voyageais entre la ville haute et la ville basse, entre les différents clubs. Et puis ensuite, évidemment, je sortais du Havre parce que je vous disais que ça allait jusqu'à Fécamp, jusqu'à Lillebonne, donc le milieu rural, le milieu urbain, nos clubs de quartier. Et puis les rencontres ont été magnifiques parce que, en fin de compte, vous croisez que des passionnés, quoi. Alors évidemment avec leur caractère, parce que les Havrais sont quand même des gens de
Ce sont des On gens en de connaît caractère. quelques-uns. Quelques-uns. Et quelques-unes. Mais quelques-unes. Mais bon, c'était chouette. Je garde plein d'anecdotes, plein de souvenirs avec ces gens-là. Et puis quand on se recroise, on a toujours plaisir à échanger, quoi. On parle du sport en général, mais évidemment du foot toujours, mais les valeurs que véhicule ce sport, est-ce que tu crois qu'on en fait assez ? On parlait de l'école, son rôle finalement, est-ce que le sport est suffisamment mis en valeur dans tout le système éducatif scolaire, ou est-ce qu'on devrait aller un peu plus loin ? Ça a été un vrai sujet aussi avec les JO qu'on a vécu dernièrement. Est-ce qu'on en fait assez ? Déjà, le sport en général a beaucoup de vertus. C'est un vecteur de cohésion sociale. C'est un vecteur pour aller sur la santé, sur le bien-être. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage. Et tous les sports confondus. Évidemment, mon sport privilégié est le football, mais tous les sports. Donc j'encourage tout le monde à avoir une pratique sportive, et ça dès le plus jeune âge. Je souhaiterais que le sport à l'école ait encore plus de connexion. Alors oui, il y a les activités EPS à l'école que l'on a tous connues, un petit peu à l'école primaire, un peu plus au collège et au lycée. Pour vous dire le fond de ma pensée, je pense que devrait y avoir 45 minutes de sport tous les jours à l'école. Parce que je pense que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Quand on a besoin de libérer certaines émotions, le sport nous aide à cela. Et après, je pense que ça permet aussi d'être peut-être plus efficace dans la gestion de nos émotions, être plus efficace dans notre réflexion. Et je pense qu'à un moment donné, on devrait aller plus loin pour proposer différentes formes d'activités sportives au sein de l'école, et ça dès le plus jeune âge. Et moi, je pense que 45 minutes autour d'une activité sportive... Du football. Non, pas que. Justement, au plus jeune âge, faire découvrir une multitude de sports, d'activités. Et quand je mets ça, j'irais même aussi mettre dedans la capacité à se relaxer, la capacité à respirer... À vivre en société, peut-être aussi, tout simplement, à respecter les autres. Les règles. Le sport, c'est les règles. Donc, c'est aussi accepter qu'il y ait un arbitre qui va vous dire que là, vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Accepter de perdre, avoir envie de gagner, se relever, on en parlait tout à l'heure. Donc, le sport, il vous transmet toutes ces valeurs-là, il vous fait vivre toutes ces émotions-là. Ensuite, il vous fait les accepter, ces émotions, comment les accepter, comment mieux les gérer. Et je pense qu'on doit aller plus loin parce que tout ça nous aide par la suite. Parce que, évidemment, les émotions, ça nous suit. Les échecs, ça nous suit. Et on a besoin de certainement mieux apprendre, et dès le plus jeune âge. Donc, évidemment qu'il y a plein de choses de faites. Il y a plein de choses de faites. J'ai eu la chance, quand j'étais cadre technique, de monter des sections sportives avec certains collèges, que les jeunes collégiens puissent faire du football à l'intérieur du collège. Ça se fait évidemment avec le tennis, avec le hand, avec d'autres sports, ce qu'on appelle les sections sportives ou les sports-études. Puisque moi, j'en avais bénéficié. À Saint-Valéry, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc j'avais à cœur de transmettre. Mais il est vrai aussi que, par honnêteté, dans certains endroits, j'ai eu des refus. Des refus parce que problème d'emploi du temps, parce que problème de transport, parce que des gens n'étaient pas footeux dans cet établissement-là et n'aimaient pas le foot. Donc il faut convaincre, ce qui est normal aussi. Mais je pense que des fois, on devrait aller plus loin. Et je vous ai parlé qu'à Gacé, j'allais dans les écoles primaires. Et ça, c'était exceptionnel, parce que je collaborais avec les enseignants et j'intervenais sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Donc, quelque part, vous voyez, cette activité sportive, ils l'avaient tous les jours, puisque je venais dans l'école et sur le temps du midi, des fois c'était après l'école, mais aussi sur le temps scolaire, j'étais avec les instits, comme on les appelle, et puis... on faisait toutes sortes d'activités, de la lutte, du sport collectif, de l'athlétisme. Et donc tous les jours, quelque part, les enfants pouvaient venir avec moi, partager un moment de sport.
Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas dans des associations sportives. Et grâce à ce sport à l'école, je faisais le lien avec l'association sportive. Ah, est-ce que tu joues dans un club ? Bah non, monsieur, je fais pas de sport à côté de l'école. Bah, tu sais que tu pourrais aller là, tu pourrais aller là. Et je les accompagnais vers le lien entre l'école et le monde associatif. Et alors, on reparle un peu du sport donc, féminin, donc les gardiennes. Et puis, comment on revient à ça ? Alors, c'est marrant. Déjà, j'ai eu 2 sœurs. Ah, d'accord. Et dont une qui a joué au football. On leur dit merci. Ouais, on peut leur dire merci. Ouais. Dont une qui a joué au football. Je vous ai dit que je venais d'une famille de footballeurs. Donc, une de mes sœurs a joué au football. À Gacé, j'avais créé cette petite équipe de jeunes filles. Le premier jour, j'avais eu 61 filles. C'était beaucoup. Bon, à la fin, il n'y en a que 14 qui s'étaient licenciés. Mais c'était déjà un premier pas. Et quand je suis arrivé au Havre, il y avait eu du football féminin. Il y a toujours eu, depuis des dizaines d'années, du football féminin, mais un petit peu en marge. Et j'avais créé le Mondialito féminin. Donc certains, peut-être auditeurs qui vont écouter ce podcast se rappelleront. On appelait ça le Mondialito féminin. On allait dans les différents quartiers du Havre et dans la ruralité pour se donner envie à des jeunes filles de venir partager une séance de football. Et puis à la fin, on se retrouvait au mois de mai à Bolbec pour faire une fête finale. Et il y avait la première année, je crois qu'on avait 100 ou 120 jeunes filles qui étaient présentes. Et puis ça a continué et on a commencé à créer quelques équipes comme ça. Derrière, la fédération a mis l'accent, et le ministère des Sports aussi, sur le sport au féminin, le football au féminin. Et on a commencé à développer les sections à l'intérieur des clubs, avec des labels aussi qui étaient disponibles en faveur de ce développement du foot féminin. Et puis moi, alors par hasard... Maintenant, beaucoup me disent non, Gilles, il n'y a rien qui se fait par hasard. Et avant la Coupe du Monde 2019 pour les femmes, 6 mois avant, Corinne Diacre m'a appelé pour rejoindre l'équipe de France féminine pour préparer les gardiennes à la Coupe du Monde qui avait lieu en France. Donc ça a été j'ai pas hésité longtemps. Parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais eu ces expériences-là de développement. Et là, de rejoindre l'équipe de France féminine, c'était passer un cap et puis vivre une compétition de haut niveau. Et puis dans cette compétition-là, elle m'amènera jusqu'au Havre, encore une fois, parce qu'on avait joué le 8e de finale contre le Brésil au Stade Océane. Joli clin d'œil. Exactement. C'est pas mal. Comme par hasard. Pas de hasard. Non, c'est vrai. Et alors, finalement, quand on est justement sur ce haut niveau du sport, est-ce que ça change ou est-ce qu'on retrouve finalement les mêmes comportements d'équipe, les valeurs, ou est-ce la dimension fait que des choses évoluent aussi ? Le sport que vous le pratiquiez, alors il y a 2 manières de pratiquer le sport. Il y a la pratique loisir, c'est-à-dire prendre ses chaussures le matin et aller faire un footing, c'est prendre ses chaussures, aller à la forêt de Montjon et puis faire un 5 contre 5 de football sur les espaces verts et puis s'amuser. Et puis il y a le sport compétitif. Donc à partir du moment où vous rentrez dans la 2e catégorie du sport compétitif, que vous le fassiez au niveau départemental, régional ou national ou international, c'est l'envie de gagner. C'est rentrer sur une aire de jeu pour remporter le match. Simplement, ce qui change au haut niveau, c'est que l'exigence est très élevée. Il y a le monde médiatique qui vous attend. Il y a toute une population qui vous attend. Donc au niveau départemental, il y a 100 spectateurs qui vous regardent. Et puis ça fait le tour du village dans les 24 heures. Et au niveau international, c'est les journalistes, c'est les réseaux sociaux, c'est les supporters. Et là, maintenant, il peut y en avoir 40 000, 50 000 dans les tribunes. Et donc, évidemment, ça demande une exigence de préparation pour atteindre ces objectifs-là qui sont plus importants. Mais au départ, c'est la même envie, l'envie de gagner un match.
un match de football. Mais bon, vous savez, quand je fais une partie de pétanque, c'est pareil, j'ai envie de la gagner. Donc, Ça, c'est inné, en fait. ouais, c'est inné. Ouais. Alors aujourd'hui, on est au Havre, mais depuis quelque temps, vous avez quitté à nouveau le Havre pour aller où exactement ? J'ai rejoint l'Arabie Saoudite, dans la ville de Riyad. Pas trop froid aujourd'hui, ça va ? Un petit peu ce matin. Et il faut avouer que c'était difficile, mais quand on voit ces lumières, quand on arrive ici en bord de mer, c'est magnifique. Donc en même temps, il y a des émotions parce que de revenir au Havre, voilà, j'attendais ça. Là, ça faisait 6 mois que j'étais pas revenu. Et puis, oui, il y a une décision à prendre après 17 ans passés à la Fédération française de football. J'ai fait avec les équipes de France 4 Coupes du Monde, 2 Coupes du Monde avec les jeunes. J'avais fait 2 Coupes du Monde avec les femmes. J'avais fait 2 championnats d'Europe avec les jeunes, un championnat d'Europe avec les femmes. J'avais fait les Jeux Olympiques en France avec les femmes. Et j'avais l'impression que j'avais été dans le monde amateur, dans le monde professionnel, dans la formation de cadre, que j'avais fait un petit peu le tour de ce que je pouvais faire. Et j'avais toujours eu cette envie d'avoir une expérience à l'étranger. Je ne sais pas si elle allait se présenter à moi. Et puis une belle rencontre avec Hervé Renard lors de son passage avec l'équipe de France féminine. Encore une rencontre. Dans tout mon parcours, ça a été des histoires de rencontres. Et du coup, il m'a donné envie de le suivre. Et quand il m'a proposé l'aventure saoudienne, il m'a donné, je crois, 48 heures pour réfléchir, ce qui était assez large. Le temps de me retrouver avec mon épouse Sandra, avec mes enfants Mathieu et Mathilde, et réfléchir à cette expatriation-là. La décision a été vite prise, mais je pense que je l'avais déjà prise avant. J'ai eu la chance d'avoir ma famille qui m'a motivé aussi à ce départ-là. Et 4 jours après, j'avais mes valises qui étaient prêtes. Je montais dans l'avion et départ pour Riyad. Voilà, et ma famille est arrivée 2 mois après pour me rejoindre là-bas, avec tout ce que ça comporte. Donc voilà, magnifique expérience que je suis en train de vivre dans un pays éloigné de beaucoup de choses, du monde européen et de la France, et en même temps magnifique encore une fois, de partager différents moments avec une culture différente, avec des gens différents, mais encore une fois enrichissantes, comme tout ce que j'ai pu vivre depuis le départ de mes aventures sportives, quoi. Est-ce qu'on joue le football de la même manière là-bas qu'en France, ou est-ce que chaque pays a sa pratique, ses spécificités Un rectangle vert, un ballon. Universel. Voilà, et des joueurs ou des joueuses qui courent derrière, comme diraient certains. Donc le football se joue partout de la même façon, avec autant d'enthousiasme. Simplement, il y a quelques différences, on va dire, techniques ou tactiques, mais on n'est pas là pour rentrer dans ces détails-là. Le football est universel et se pratique pratiquement de la même façon partout dans le monde. Alors, comment on vit tout ça, parce que finalement, c'est bien, on transporte de ville. On revient souvent au Havre, quand même. J'ai remarqué que même là, aujourd'hui, on est au Havre. Il y a quand même cet attachement très profond au Havre. Mais comment on organise tout ça, ces changements de vie l'immobilier, comment on trouve un logement? Est-ce que tout est organisé? L'avantage de faire du football à haut niveau, c'est que vous êtes bien entouré aussi. Ouais. Vous savez, j'ai entraîné dans le monde amateur. C'est pas tout à fait pareil. Vous êtes livré un peu à vous-même. Il faut aller chercher des sponsors. Il faut s'occuper du secrétariat. Il faut convoquer les enfants. Il faut trouver les transports. Il faut aller se battre avec les municipalités pour avoir quelques moyens. Le haut niveau, vous arrivez, on vous demande juste de faire de la performance. Tout ce qui est autour est organisé et bien organisé. Donc ça, c'est une chance. Je l'ai découvert progressivement et j'ai la chance d'avoir connu tous les footballs et tous les niveaux. Donc du coup, je sais la chance que j'ai d'être au haut niveau, et quand vous y êtes, eh bien, tout est facilité.
sauf de gagner. Mais par contre, ça vous est facilité parce que, par exemple, pour l'Arabie Saoudite, quand vous arrivez, vous avez un logement, vous avez une voiture. On vit dans un camp d'expatriés où il y a toutes les commodités. L'école avait été réservée à l'école internationale française pour mon fils, donc il y a moins d'inquiétude là-dessus. Donc vous avez une organisation autour de vous qui vous permet de ne penser qu'à la performance. Ouais. C'est ça un petit peu, quand on en parlait tout à l'heure, la différence entre la compétition amateur et la compétition de haut niveau. Au haut niveau, il y a tout un tas de gens qui travaillent autour de vous pour vous concentrer qu'à faire de la performance. Donc ça, c'est un gros avantage. Donc du coup, on est arrivé en Arabie Saoudite dans d'excellentes conditions. Et en ce moment, on est content de vivre cette aventure. Et pas la chance, on a été chercher notre qualification donc, pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Donc l'été prochain, avec cette sélection saoudienne. Donc un objectif ou un but qui a été réussi, d'obtenir ce ticket pour la Coupe du Monde 2026. Je vous disais tout à l'heure que j'avais fait 4 Coupes du Monde avant avec les jeunes et les femmes, et là ça peut être ma première Coupe du Monde, allez, on va dire chez les grands, quoi. Oui. Et alors, les retours au Havre, alors là c'est récent malgré tout, mais c'est sport aussi, il faut voir tout le monde. Ouais, c'est la famille en priorité, la famille et les amis, parce que l'expatriation, c'est ce qui vous manque le plus. C'est votre entourage, c'est de prendre les gens que vous aimez dans les bras, c'est de partager un moment avec eux, et ils sont pas là. Donc oui, aujourd'hui, on a des moyens de communication qui sont mieux qu'avant pour les avoir en visio. Mais rien ne remplace une accolade avec les gens qu'on aime. Donc c'est ce qui nous manque le plus. La deuxième chose, c'est venir. J'adore venir ici en bord de plage, du côté du musée Malraux, de la capitainerie, en vélo, me ressourcer. Je vous ai dit que j'avais été à Saint-Valery-en-Caux, il y avait la mer. Je vous ai dit que j'étais à Honfleur, il y avait la Seine et la mer. Le Havre, et j'aime venir en vélo ici, me promener, me ressourcer, regarder l'horizon, regarder loin devant, pour ensuite regarder un peu plus proche ce qu'il y a devant vous, les galets, les cabanes, les restaurants. Mais avant de regarder tout ça, je regarde loin, et c'est ce qui me ressource. Et puis la mer, c'est en même temps l'apaisement et en même temps la puissance. Dès que vous arrivez ici, soit vous avez ce moment de tranquillité, d'apaisement qui vous rassure, et puis tout d'un coup vous avez des vagues de folie et cette puissance que ça dégage, et en même temps presque violent, et vous vous rendez compte qu'entre cet apaisement et cette puissance près de la mer, c'est ce que vous avez besoin dans la vie aussi, des moments de calme, des moments pour se ressourcer, et puis des moments d'euphorie, des moments où il faut foncer, présent, où il faut enfoncer un peu les portes, mais ça peut pas être que ça. Et je pense que ces balades en bord de mer me font naviguer entre cet apaisement et cette puissance. Finalement, là, quand vous revenez ici, là, il faut tout organiser, je suppose. On loue une voiture, parfois même on craque, on achète une voiture, Peugeot 504 par exemple. Ça, c'est les petits coups de folie, c'est entre l'apaisement et... Ouais, en fait, quand je suis parti, j'ai tout vendu. Nos 2 voitures, on est parti. J'ai juste gardé un pied à terre à Harfleur, juste à côté du Havre. Très belle bourgade. Ouais. Et puis quand on revient, c'est organisé, c'est vrai, le retour en famille. Donc c'est l'avion, c'est les valises, les sacs à dos, c'est l'arrivée à Paris, c'est le retour de Paris au Havre, c'est d'organiser les visites que l'on va faire, essayer d'oublier personne. Et puis, je sais pas pourquoi vous me parlez de la 504. Non, j'avais à cœur de rouler un jour avec
une voiture vintage. Ouais. Et puis je suis amoureux des vélos Peugeot, de la 103 Peugeot, parce que j'ai eu une mobilette à l'époque de cette marque-là. Et puis j'aimais beaucoup la 504 et j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir une il y a très peu de temps. Et pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore en main, je ne l'ai pas encore conduite, mais c'est une question d'heure et de joie. Ah, c'est pas au prochain retour au Havre, ça va. Non, je pense que je vais appeler pour mettre un peu la pression aujourd'hui pour l'avoir avant de repartir. Super. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Coupe du Monde, pas mal. Ouais, la Coupe du Monde, alors on n'y est pas, mais on a le ticket. Donc ça, c'est déjà bien. Et puis, c'est de gagner un titre majeur. Aujourd'hui, je l'espère de tout cœur avec l'Arabie Saoudite. Alors, la Coupe du Monde, ça risque d'être certainement difficile parce qu'on fait pas partie des favoris. Mais à côté, là, en ce moment, je reviens de l'Arab Cup où on a fait une demi-finale. Il y a la Gold Cup, la Golf Cup, il y a la Coupe d'Asie. Donc, il y a d'autres compétitions à côté qui peuvent peut-être nous amener à un titre majeur. Et j'espère que ça sera avec l'Arabie Saoudite. Si demain, ce sera peut-être vers une autre expatriation, ce sera peut-être vers un retour en France. Mais gagner un titre, c'est dur de gagner. Vous savez, les gens croient que c'est facile et des fois, il y a de la critique. Mais gagner, c'est difficile. Et gagner des grands titres, c'est compliqué. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour les grands sportifs, des champions olympiques, des champions d'Europe, des champions du monde, des fois qui récidivent, qui refont 4 ans après, des fois qui refont 2 ans après et qui regagnent, alors qu'on sait que c'est compliqué de gagner. Donc j'aimerais gagner un titre majeur, une grande compétition. J'en suis à ma 9e. Je vous ai dit 5 Coupes du Monde, 3 championnats d'Europe, des Jeux Olympiques. Et là, je vais faire ma 5e Coupe du Monde. Et j'ai encore rien gagné. Donc j'espère que je vais gagner. Donc ça, c'est ce que je me souhaite. Et puis de continuer à transmettre aussi dans l'avenir. J'ai toujours... je suis avec vous ce matin, mais j'ai eu du mal pendant un temps à venir sous la lumière, à raconter. Et en même temps, à ce moment-là de ma carrière et de ma vie, j'ai envie de transmettre. Pas pour raconter ma vie, c'est pas le but, c'est de transmettre, de peut-être donner envie aussi à des jeunes de pratiquer l'activité sportive, de pratiquer le football, voire d'en faire leur métier en tant que joueur, en tant qu'éducateur, qui transmettent ensuite à leurs enfants. Donc je pense que je continuerai à transmettre et je pense que j'en parlerai peut-être un petit peu plus. Je vous parlais de la lumière, j'y suis ce matin avec vous sous la lumière. Mais j'évite d'y aller trop souvent, parce que des fois ça peut brûler aussi. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle où les gens aiment être sur les réseaux sociaux, en font presque une gloire de se montrer tous les jours, etc., je dis toujours attention. Aller dans la lumière de temps en temps, c'est bien. Quand c'est nécessaire. Ouais. Quand c'est nécessaire, quand on en a besoin ou quand on a besoin d'un coup de boost. Et en même temps, il faut savoir retourner dans l'ombre, il faut savoir retourner dans le calme pour se ressourcer, pour mieux y revenir dans cette lumière. Et puis à transmettre de la confiance. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens manquent aussi de confiance. On doit être des donneurs de confiance, des donneurs de sens. Et dès que je recroise des jeunes que j'ai eus auparavant, dès que je recroise des éducateurs, dès que je croise des gens qui sont en manque de cette confiance-là, j'ai envie de leur transmettre mon enthousiasme, de leur transmettre ma passion, leur dire on est assis tous les deux ce matin sur notre chaise, mais on va vite se remettre debout. Ouais. C'est-à-dire il faut se lever de sa chaise, et une fois que vous êtes debout, eh bien, il faut avancer, et puis avancer un peu plus vite. Mais si vous restez assis, il n'y a pas de danger qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, il faut se lever de sa chaise, il faut se mettre debout déjà, et puis il faut avancer. Et puis, il faut transmettre cette confiance à tous les gens qui peuvent peut-être en manquer. Ceux dont c'est un peu naturel, vous savez, tant mieux pour eux.
parce que c'est des gens qui vont entreprendre, c'est des gens, des fois même peut-être trop, ce qu'on appelle trop de confiance. Des fois, c'est des gens qui peuvent être aussi un petit peu désagréables, parce qu'on se dit, ils sont tellement confiants, ces gens-là. Mais il y en a aussi beaucoup qui en manquent. Il faut leur transmettre, et je pense que tout le monde est capable. Tout le monde est capable de faire de belles choses, de grandes choses. Il faut juste des fois les aider à se lever de leur chaise, des fois ensuite les aider à se mettre en mouvement, et puis leur donner de la confiance et de donner du sens à ce qu'ils peuvent faire demain. C'est aussi ça que j'ai envie pour le futur. Donc je vous parlais de gagner un titre majeur. Ça, c'est mon côté gagneur, mon côté compétiteur, mais j'ai ce côté social, j'ai ce côté de transmission de valeurs, Et pour moi, là, je vous parlais de la confiance. Allez, je vais vous révéler c'est un petit jeu mathématique, mais pour moi, la confiance, c'est l'addition de la préparation physique et de l'estime de soi. C'est-à-dire que pour quelqu'un ait confiance, il faut que quelqu'un soit bien préparé physiquement. Quand vous êtes bien dans votre corps, déjà, vous êtes plus confiant, mais ça suffit pas. Il faut aussi recevoir des moments d'estime. Et j'encourage chacun et chacune tous les jours à donner un signe de reconnaissance. On peut le faire, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa journée, quand vous croisez quelqu'un. Merci pour ce que tu as fait, félicitations pour ce que tu as accompli. Et quand vous renforcez l'estime et que vous renforcez la pratique sportive, vous arrivez à de la confiance. Et pourquoi je travaille sur des réflexions comme celle-là ? Déjà, c'est pour aider mes athlètes. Parce que moi, en fait, toute ma vie ou tout mon début de carrière, on m'a dit « Mais Gilles, il faut que tu aies confiance en toi. » Oui, ok, mais je fais quoi ? Comment ? Non, mais il faut que tu aies plus confiance. Oui, je veux bien. Et à force d'entendre ça, ce genre je n'aime plus... moi, j'ai besoin qu'on me donne des clés. Et donc, j'ai cherché, j'ai pas toujours trouvé... Ah si, j'ai trouvé des définitions. Hein. Vous pouvez aller dans le dictionnaire et trouver la définition de la confiance. Mais ensuite, de savoir comment on la transmet, comment on aide quelqu'un à être plus confiant, ça, c'est plus compliqué. Moi, je l'ai appris dans la rue, je l'ai appris sur le terrain de sport. Et après, j'ai fait mes propres additions. Et c'est comme ça que j'entraîne mes athlètes aujourd'hui. Et le deuxième domaine, je pense qu'il faut on disait de rapprocher l'école et le sport. Je pense qu'il faut aussi qu'on aide tout le monde à avoir plus de confiance en soi pour entreprendre. On parlait de l'immobilier tout à l'heure. Quand on veut entreprendre, il faut de la confiance pour avoir envie de le faire, de la confiance envers les personnes qui vous entourent, ensuite de la confiance pour passer, dire allez, je vais aller signer le contrat, je vais m'engager pour 25 ans. Donc, il faut avoir une forme de confiance en soi pour passer ces marches-là. Et puis, dans mon parcours, il y a le deuxième domaine que je creuse de plus en plus, c'est l'attention et la concentration. Je pense qu'aujourd'hui, chez les jeunes, c'est un souci. Et donc, j'essaye de travailler dans ces deux domaines-là. Alors, une fois de plus, mais Laura, vous n'êtes pas concentrée aujourd'hui. Ah si. Ah oui, c'est vrai, je le vois. Je vois vos attitudes. Mais souvent, on vous renvoie ça aussi. Concentre-toi. Oui, mais comment ? Sois plus attentif. Oui, mais comment ? Et en fin de compte, c'est ce qu'il faut aller chercher. Et je vous parlais de l'activité sportive à l'école. Mais moi, dans cette activité sportive, je pense qu'il faut inclure c'est comment améliorer la confiance, comment améliorer l'attention, comment améliorer la concentration. Mine de rien, je pense que tout ça, ça peut aider ensuite dans votre parcours scolaire, dans votre parcours de vie, dans votre parcours familial. Parce que quand vous allez apprendre à mieux gérer vos émotions, quand vous allez apprendre à mieux respirer, les moments d'énervement, les moments de stress, les moments d'échec, les moments de réussite. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qui me plaisent, c'est le pédagogue qui revient, et j'ai toujours navigué entre l'éducateur, éduquer, c'est fort. la pédagogie,
trouver des recettes, trouver des clés, transmettre. Et puis l'autre côté, l'entraîneur. Je fais la différence entre l'éducateur et l'entraîneur. L'éducation d'un côté avec les petits, avec la masse, et puis le côté entraîneur pour aller gagner. Pour aller gagner. Et là, c'est entraîner des gens avec vous pour aller gagner. J'emmène les gens avec moi, j'entraîne les gens avec moi. C'est pas que les entraîner, mettre des plots sur un terrain de football pour apprendre le football, c'est les emmener avec vous vers un objectif et plutôt vers un but à atteindre. Et puis après, on va essayer step by step de réaliser nos micros objectifs pour arriver au but final. Il y en a aussi beaucoup qui pensent trop à ce but final et qui font une fixation. Je veux gagner mon championnat cette année. Oui, mais comment on va gagner ? C'est ça qui est le plus important. C'est ce qui est intéressant, exactement. Le montage de comment on arrive à... Exactement. Et ça, c'est l'expérience qui vous fait avancer. C'est un mélange d'expérience et de sagesse. De se dire, je veux arriver à ça. Mais en fin de compte, on a tous le même objectif. Mais il n'y en a qu'un qui va passer la ligne. Il n'y en a qu'un qui va gagner. Donc, tous les autres, ça veut dire qu'ils seront en échec. Non. Mais qu'ils vont se relever. Exactement, mais qui vont se relever et puis qui auront peut-être aussi atteint des micros-objectifs. Et ce sera déjà des belles avancées. Vous pourrez vous raccrocher à ça. Vous ne serez peut-être pas en haut de l'escalier, mais vous en serez à la moitié et vous aurez déjà gravi quelques marches. Dans le sport, c'est toutes ces choses-là qui m'intéressent. C'est les allers-retours entre le sport et la vie quotidienne. Et puis le retour de la vie quotidienne vers le sport. On peut faire ce même parallèle, je pense, entre le monde de la société et le monde du sport, le monde de l'entreprise et le monde du sport, s'inspirer de l'entreprise pour gagner dans le sport. Mais des fois, c'est l'entreprise qui s'imprègne et qui s'inspire du sport pour aussi gagner dans leurs objectifs. Donc je crois aussi à cette relation, le monde de l'entreprise et le monde du sport. On s'est entraînés depuis des années, des dizaines d'années. On s'inspire du sport pour gagner. Nous, on s'inspire de l'entreprise aussi de temps en temps. Donc voilà, cet aller-retour, le sport, la vie, le Havre, Riyad, la compétition, et puis en même temps transmettre. Donc il y a beaucoup de choses, quoi. Et puis s'enivrer aussi, s'il fallait conclure par quelque chose, mais de quoi ? On s'enivre de quoi ? On s'enivre de vertu, et puis et que ça d'ailleurs, et de poésie de temps en temps, de poésie, de vertu, et ça je pense que c'est les bonnes choses pour s'enivrer. Les gens, il faut aimer les gens, vous pouvez pas gagner avec des gens si vous aimez pas votre équipe, si vous aimez pas les gens avec qui vous partagez votre quotidien. Et donc que ça soit dans n'importe quel domaine. Si en fait vous êtes tourné que sur vous-même, si vous êtes tourné que vers votre propre objectif, ça peut pas fonctionner. Il faut fonctionner avec les autres. Il faut aimer les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous allez aller chercher quelque chose. Imaginez un pilote de rallye avec son copilote. Il faut avoir... on a parlé de la confiance. Ouais. Il faut avoir quand même confiance en son pilote qui est juste à côté de vous. Il faut être synchro. Il faut être ensemble. Il faut qu'il y ait une synergie. Il faut qu'il y ait une cohésion. Mais en même temps, il faut qu'il y ait eu du travail de fait à côté. Imaginez dans un bobsleigh. Il faut quand même être tous ensemble. Et on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça. Si vous jouez demain au padel, si vous jouez au tennis en double, eh bien il faut jouer avec l'autre. Donc si vous n'avez pas cette qualité de partage, d'entraîner l'autre avec vous, d'aimer les gens avec qui vous travaillez, avec qui vous partagez un moment de sport, il ne se passe rien. Et ça, alors ça ne veut pas dire que ça se fait facilement, hein. Il y a des frictions.
Donc aimer les gens, c'est pas que leur faire des câlins, hein. C'est aussi leur dire des vérités, c'est aussi confronter des idées, c'est ne pas être d'accord, c'est la capacité d'écouter l'autre. On trouve de plus en plus de gens. Alors je suis mal pour en parler ce matin parce que je fais que de parler. On trouve beaucoup de gens qui parlent. Oui, parce qu'on vous a invité. Voilà. Alors merci de votre invitation, mais on trouve beaucoup de gens qui parlent, on en trouve beaucoup moins qui écoutent. Donc la capacité de savoir écouter, c'est une grande qualité. J'ai un ami, il se reconnaîtra s'il m'entend, hein, qui a cette capacité d'écoute, qui a une capacité de faire silence, de vous écouter tout simplement, puis ensuite de vous amener dans des directions et de vous faire réfléchir. Et j'adore passer des moments de partage avec lui. C'est le parrain de mon fils. Et c'est toujours des moments enrichissants. Et Dieu sait qu'on n'est souvent pas d'accord. Mais à la fin, en fin de compte, on a progressé l'un et l'autre à s'écouter. C'est ce qui fait avancer aussi. Pouvoir débattre. Ouais. Donc on a dévié un petit peu du football, on a dévié du sport. Ouais. Mais en fin de compte, non. Parce c'est la vie, voilà, en fait. C'est la vie. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai cette capacité à parler de tout cela, c'est quand même grâce au sport. C'est parce que je suis parti à 13 ans de la maison. Donc j'ai été confronté à tout de suite être avec les autres, partager avec les autres, faire sa place, bousculer un petit peu, passer les épaules. De temps en temps, au contraire, savoir rester discret et dans son coin. Et puis bousculer, parce que ce parcours-là, beaucoup me disent des fois... Mais Gilles, comment je peux faire pour faire comme toi ? C'est difficile. Je ne suis pas passé par une école spécifique. C'est un chemin avec des ronds-points. Beaucoup. Beaucoup de ronds-points. Alors, des fois, vous tournez deux, trois fois autour avant de prendre le bon chemin. Je pourrais dire aussi que des fois, si vous ne prenez pas le bon chemin, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Il faut juste s'en rendre compte. Et passer la marche arrière, faire demi-tour et retourner au rond-point pour en prendre un autre. Oui. Et ça, c'est donné à tout le monde. Et ne pas s'engager trop loin dans ce mauvais chemin, parce qu'à un moment, quand vous voulez faire demi-tour, c'est un peu plus compliqué. Et puis après, vous arrivez à un autre rond-point. Et puis, on avance comme ça dans la vie. Et puis, moi, je suis content. C'est vrai que je crois que je vous ai dit, le hasard, la chance... Peut-être le travail aussi. Voilà. Un peu, quand même. Mais j'avais du mal à le dire. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai cru pendant longtemps que c'était un peu de chance, que c'était un peu de hasard. Et en fait, c'était des mots que j'employais, que j'ai employés avec vous ce matin. Et c'est des gens qui me disaient « Mais non, Gilles. Non, t'as été le chercher, ça. Tu t'es levé de ta chaise, tu t'es levé, tu t'es bougé, t'as été le chercher. » Ouais, ok, peut-être t'as raison. Ah oui. Peut-être t'as raison. Et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui aussi dans un chouette lieu au Havre, les Régates, et que vous êtes invité de ce podcast, peut-être aussi. C'est vrai. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Merci. Alors, je viens sous la lumière pour partager ce moment-là. J'en suis extrêmement content. Dans ce lieu-là, parce que c'est un lieu que pratiquement tous les Havrais connaissent. C'est un lieu magique, vous avez vu quand vous arrivez ce matin, les lumières, le silence, les premières personnes qui installent les terrasses de café, les terrasses de restaurants, qui sont en train de nettoyer, celui qui est en train de courir, de faire son petit jogging. Puis il fait beau, alors il fait toujours beau au Havre, ça c'est vrai, ouais, c'est mais vrai, aujourd'hui particulièrement. Ouais. Mais c'est pratiquement toujours comme ça. Et vous savez, je parle beaucoup du Havre dans tous mes déplacements. Je parle toujours du Havre et on me renvoie souvent, mais le Havre, ces usines, quand vous arrivez après le pont de Tancarville, le froid. Mais viens au Havre, viens me voir et je te ferai voir autre chose du Havre. Et cette transformation de cette ville, et c'est Havrais, avec ses dockers, avec ces gens qui vont à l'usine tous les matins, avec ces artisans, avec... Et quand les gens viennent, et ils ne voient pas le Havre de la même façon.
Viens, je vais t'emmener en ville haute, rencontrer les gens de nos quartiers. Viens, je vais t'emmener en ville basse, dans nos autres quartiers. Viens, je vais t'emmener dans nos quartiers, à la plage. Puis tiens, on va descendre de la ville haute à la ville basse par les escaliers. Tous les escaliers qui vous transportent du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Le funiculaire que vous empruntez. Et viens, on va aller du côté du musée Malraux, de la capitainerie, regarder l'océan, regarder l'horizon. Le Havre, c'est ça. Et viens voir la reconstruction d'après-guerre. Viens voir le quartier Notre-Dame, les appartements Perret, cette reconstruction d'après-guerre qui nous a suivis quand même. Ça a été détruit, ça a été refait. Et puis l'hôtel de ville, où je pourrais parler de l'église Saint-Joseph aussi, c'est des moments. On peut parler du volcan. Le Havre s'est relevé. Pour ceux qui aussi. Ouais, le Havre s'est relevé. Ouais, vous avez raison, Laura. Vous voyez, j'avais pas pensé à ça, mais le Havre s'est relevé. Alors sûrement que vous puisez tout ça aussi, c'est vrai. Le Havre s'est relevé, les Havrais se sont relevés, le Havre s'est reconstruit. Et j'espère que tous les gens qui souffrent aujourd'hui, s'ils écoutent ce podcast, allez, je vais mettre un peu d'émotion, mais auront envie de se relever. Auront envie de se lever de leur chaise, auront envie d'avancer, auront envie d'entreprendre. Et c'est ce qu'il faut transmettre. Je parlais du volcan. Bon, même, et en plus, vous voyez que les Brésiliens ne sont pas doués que dans le, que dans le football, dans d'autres éléments. Mais pour nous, on l'appelle le volcan. C'est un bon moment. Voilà. Et donc, le Havre, c'est ça. Et quand les gens y viennent, ils y passent souvent un bon moment. Souvent, ils font de belles rencontres, parce que les Havrais, peut-être, au départ, sont d'approche peut-être pas si simple que ça. Puis, en fin de compte, quand vous passez du temps avec eux, ils ont toujours plein d'histoires à vous raconter, hein. Plein d'histoires. Et on passe souvent des bons moments, et les gens repartent avec une belle image de notre région, une belle image de notre ville. Et ça, j'en suis fier. Donc j'en suis fier de le raconter. J'en suis fier de provoquer les gens. Et puis que ceux qui n'y sont jamais venus, de leur donner envie de venir nous voir. D'ailleurs, vous êtes venus ce matin, alors. Ah oui, je suis venue. Ouais, oui. J'aime beaucoup venir au Havre. C'est vrai. Je ne suis pas havraise, mais de plus en plus. Ouais, et puis il y a plein de choses à découvrir. Alors, et puis, ce qui est marrant dans ces villes portuaires, alors vous avez le port de Plaisance, c'est de voir les bateaux rentrer, de voir ces porte-conteneurs rentrer avec ces milliers de conteneurs dessus. C'est gigantesque, c'est beau. Puis d'un côté, il y a cette évasion vers... allez, on sait ce qu'il y a derrière au bout, parce que quand on traverse, mais justement, ça donne envie d'aller explorer. Et puis de l'autre côté, il y a la terre. Il y a nos paysans pas loin dans le milieu rural. Dans le pays de Caux. Hein. Entre le Havre et Rouen, vous avez le pays de Caux. Et là, vous avez là-bas, vous avez ce milieu rural qui est encore hyper présent. La terre, la mer, la campagne, le monde urbain. Ah, je vais le redire, si vous vous levez de votre chaise, si vous vous levez et que vous allez voir tout ça, mais ça vous inspire. Ça vous inspire pour vous, ça vous inspire à emmener vos enfants. On parlait de moments sympas. J'avais fait une grosse activité entre le rapprochement du milieu rural et le milieu urbain. Donc j'emmenais des jeunes des quartiers havrais jouer au football dans le milieu rural, et puis les jeunes du milieu rural qui venaient jouer dans nos quartiers pour se rencontrer, pour passer un moment ensemble. Puis c'était toujours super sympa. Et puis... on en parlait tout à l'heure, il y a les personnes en situation de handicap aussi. J'ai pendant plusieurs années voulu mettre en lumière ces personnes en situation de handicap, les faire venir au football, que ça soit en foot-fauteuil, que ça soit dans d'autres handicaps, et de se retrouver... alors on le faisait à Coquerioville, c'était vachement sympa, avec les jeunes du quartier, avec les jeunes collégiens, les personnes en situation de handicap, les personnes valides.
On faisait avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais beaucoup de bénévoles qui m'aidaient à ce moment-là. Peut-être si certains l'écoutent se rappelleront de ces moments de partage encore avec des enfants extraordinaires, différents mais extraordinaires, et puis qui avaient envie de jouer au football. Et en fin de compte, vous savez quoi, ils voulaient gagner aussi. Quand ils arrivaient sur le terrain, que vous soyez sur votre deux jambes, que vous soyez en fauteuil, que vous soyez allongé, vous voulez gagner. Et puis à la fin, vous voulez avoir la médaille, vous voulez avoir la coupe. Oui. Le tout, c'est que cette compétition-là, que cette envie de gagner, cette envie d'entreprendre ne vous mette pas dans des états trop mauvais. C'est-à-dire, après, il faut passer à autre chose. Vous gagnez, tant mieux. Et il faut tout faire pour gagner. Mais si vous perdez, il faut l'accepter. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites de cet échec ? Qu'est-ce que vous faites de cet échec ? Vous en faites quelque chose de positif pour essayer de regagner à nouveau ? Ou au contraire, vous en voulez à la terre entière, vous allez chercher des excuses un petit peu partout. Et on a aussi trop de gens qui vont dans la compétition et qui n'acceptent pas l'échec. Mais vous allez en avoir plus que de victoires. Mais servez-vous de ces échecs-là pour rebondir sur autre chose, pour réfléchir, de se dire qu'est-ce que vous avez loupé, qu'est-ce que dans votre préparation, et souvent c'est bénéfique pour la suite. Donc se relever, se servir de ces échecs pour ensuite réussir, et puis tout d'un coup ça passe. Donc c'est tout le sport, c'est tous ces éléments-là qui vous traversent, et puis en fin de compte, quand vous revenez dans cette vie active, dans cette vie familiale, mais c'est la même chose. C'est un petit peu la même chose. Et c'est pour ça que le sport a des vertus exceptionnelles et qu'il faut s'en servir. On parlait des Jeux Olympiques, par exemple. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait une Coupe du Monde en France et des Jeux Olympiques en France. Je ne sais pas, on ne doit pas être tellement nombreux à avoir fait ça. Donc j'en suis fier. Avec un passage au Havre. À souligner quand même. Ouais, exact. Dans ce beau stade Océane. Et puis il y a un héritage derrière. Il y a un héritage, c'est un héritage social, c'est un héritage environnemental, c'est un héritage évidemment sportif, des fois un héritage économique, plus ou moins. Et je maîtrise moins les autres domaines, mais dans le domaine sportif, il reste toujours quelque chose, même si des fois il faudrait aller plus loin. Et donc c'est aussi ces héritages-là qu'il faut laisser, qu'il faut transmettre à nos jeunes générations. L'environnement sociétal a changé, donc la vie de nos jeunes n'est plus la même que la nôtre, ni celle de nos parents, de nos grands-parents. Donc comment on fait pour qu'ils soient dans leur vie de tous les jours avec leurs écrans, leur télé, leurs réseaux sociaux, et puis en même temps d'aller leur donner envie d'aller partager un moment dehors, sur le terrain, sur le city-stade, pour vivre ces moments-là. Moi, j'ai la chance à Riyad, je suis à un retour. J'ai mon fils qui est donc à l'école française internationale, ce qui est une chance absolue, parce qu'il découvre que des gens avec d'autres cultures. C'est exceptionnel, d'autres langues, puisqu'il apprend l'anglais et l'arabe, par exemple, et aujourd'hui, au bout d'un an, il est bilingue avec l'anglais. Donc, vous voyez, ces ouvertures-là, c'est super chouette. Puis, à côté de ça, il est dans une académie de basket. Et puis, tous les jours, il va au basket. Parce que, par exemple, l'Arabie Saoudite, il n'y a pas d'association. Il n'y a pas de bénévolat. Donc, c'est aussi un autre mode de fonctionnement sportif. C'est des académies plutôt privées. Et là-bas, il fait ses cours de basket en anglais déjà, et donc le sport l'aide aussi l'a aidé à s'intégrer. Parce que c'est pas évident, hein. Vous arrivez, vous avez plus de copains, vous arrivez dans un autre pays, et puis en fin de compte, il a fait plein de rencontres, il a partagé plein de choses, et le sport, vous voyez, encore est présent. Et puis moi, je me suis mis au padel, et donc je joue un petit peu 2 contre 2. Bon, j'ai un niveau moyen, mais là aussi on partage des bons moments.
Alors s'il fallait conclure, et puis parce qu'on a quand même de bonnes résolutions à prendre pour le début d'année comme tous les ans, tous au sport. Ouais, c'est vrai que ces résolutions peut-être pas dans la compétition. Alors, les résolutions du 1er janvier, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Qu'on va tenir, évidemment. Oui, qu'on va tenir, ça c'est obligatoire. Oui, tous au sport, mais chacun doit trouver son sport et chacun doit trouver la forme dans laquelle il a envie de le pratiquer. Et je trouve qu'il n'y a pas de leçon à donner là-dedans. Aujourd'hui, par exemple, la course à pied, vous savez, il y en a beaucoup. Faut s'inscrire au marathon, au semi-marathon. Mais celui qui a envie de s'inscrire au marathon, c'est super. Et c'est un but à atteindre, c'est un objectif. Et de faire le meilleur temps, pas de problème. Mais on peut aussi simplement aller faire son footing en bord de mer. Et puis courir 5 minutes, marcher 5 minutes, courir 5 minutes, marcher 5 minutes. Et c'est une forme d'activité sportive qui est très riche et qu'il ne faut pas culpabiliser. Vous voyez ? Et si je vais marcher 30 minutes tous les jours, eh bien c'est une forme d'activité sportive et qui est différente. Mais le sport santé, le sport bien-être, c'est surtout ça qu'il faut développer. Ceux qui ont envie d'aller vers la compétition, ils iront vers la compétition, ils iront chercher des choses. Et moi, j'en fais partie. Mais quand je croise les gens, j'ai plutôt envie de leur transmettre ce goût du sport bien-être, du sport santé. Parce que ça, c'est quand même super important. C'est important pour notre bien-être psychique, psychologique, mental. Et puis en même temps pour notre bien-être tout simplement. Donc oui, tous au sport pour 2026. Faites-le comme ça vous convient. Et puis j'espère vous donner rendez-vous l'été prochain aux États-Unis, Canada, Mexique pour la Coupe du Monde 2026 pour partager des grands moments. Et puis peut-être revenir vers vous à ce moment-là. Au Havre, toujours. Au Havre, évidemment, je viendrai me ressourcer ici. Je pense que j'aurai toujours un pied à terre ici. Du côté de Notre-Dame, du côté dans ce quartier pour toujours pouvoir venir voir les amis, voir la famille, voir comment le Havre a évolué. Voir ces tours qui se développent, les tours torsadées, les tours carrées, les tours rondes. Et à Riyad, vous savez que dans le golfe, là-bas, vous êtes servi. Entre Abu Dhabi, Dubaï, Riyad, il y a de la construction partout. Il y a de la construction partout dans le monde. Et au Havre aussi. Donc j'espère que j'aurai toujours ce pied à terre pour venir vous voir. Merci Gilles pour cet échange. Merci Laura, avec grand plaisir. Tout le monde l'aura bien compris, cette année 2026, tous au sport et puis surtout beaucoup de plaisir. Et puis on se lève de sa chaise tant qu'on peut pour explorer l'horizon et s'ouvrir au monde. Peut-être, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Ouais, et se mettre en mouvement. Exactement. Merci beaucoup. Merci Laura, merci pour ce moment. Et à très bientôt pour un nouveau podcast Expérience immobilière de Progressia Immobilier.